l'enregistrement et mettre ça en plein écran. Ben, alors, je vais juste afficher effectivement la conversation. On a cours, tout à fait. Alors, pour tout le monde, je ne comprends pas ceux qui ont cherché à revenir en arrière sur le test, puisque c'était bien indiqué que donc c'est des réponses séquentielles, c'est-à-dire ça s'affiche question par question, et donc vous ne pouvez pas revenir sur vos réponses. Bon, ok, ceux qui ont eu un problème, vous restez à 19 h et on verra comment on peut résoudre ça. Ok, donc on va continuer sur ce chapitre sur l'exobiologie, donc sur l'origine de la vie dans l'univers. Donc on avait déjà commencé au dernier cours en reparlant un petit peu de mythologie et puis de différentes manières dont ça avait pu être abordé au cours de l'histoire. Je ne vais pas revenir là-dessus. Et on avait terminé donc sur des méthodes un petit peu de pêche à la ligne. On en avait discuté sur ces types d'essais, d'écoute de civilisations extraterrestres et de tentatives de statistiques sur les possibilités ou pas de pouvoir capter ces messages que nous enverraient d'éventuels extraterrestres. Euh, alors, les études plus scientifiques, je dirais, qui ont été menées sur justement cette problématique d'apparition de la vie dans l'univers, c'est des recherches qui sont relativement récentes, hein. Ça a moins de 150 ans. Et les premières recherches, vraiment, on va dire scientifiques, avec une approche scientifique, eh bien, ont été faites par Pasteur, notamment avec, donc Pasteur était un microbiologiste qui recherchait justement des micro-organismes. Vous savez qu'il est à l'origine de tout un tas de vaccins, etc. Mais il a aussi fait des études donc, pour essayer de comprendre, ou en tout cas d'avoir des informations sur une potentielle vie extraterrestre. Et notamment, il a été recherché dans des météorites eh bien, la possibilité de pouvoir identifier des micro-organismes. Alors, à l'époque, il a rien trouvé, hein. On sait aujourd'hui que cette problématique de recherche dans des corps extraterrestres tombés sur Terre de micro-organismes est très compliquée parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que dès que vous avez un corps qui tombe sur la Terre, eh bien, ce corps est tout de suite envahi par les organismes terrestres. Les organismes terrestres sont tellement présents partout sur Terre, eh bien, que dès que vous avez un corps qui est présent, il va pouvoir contaminer ces échantillons. Donc, c'est une approche qui, dans l'idée, est intéressante, avec une idée derrière qui est un petit peu que la vie sur Terre aurait pu être apportée de l'extérieur, c'est ce qu'on appelle la panspermie. Cette idée-là est enfin, plutôt abandonnée aujourd'hui, hein. On ne croit pas trop qu'il puisse y avoir des micro-organismes qui puissent survivre dans des conditions euh, extrêmes, qu'il peut y avoir notamment de rayonnement euh, dans le milieu extraterrestre. Euh, et puis de toute façon, ça ne répond pas vraiment à la question de base qui est comment la vie a pu apparaître, puisque imaginons même qu'elle soit venue de l'extérieur,
eh bien, la question resterait de cette vie extérieure elle-même, d'où vient-elle, hein? Alors néanmoins, ces recherches sur des roches, ou des matériaux, extraterrestres, s'est beaucoup développé, notamment avec, eh bien, la première vie extraterrestre, qui, comme vous le voyez sur cette photo, est une vie qui s'est exportée, en fait, à la surface de la Lune, hein. Donc vous avez ici, alors le premier extraterrestre, hein, qu'on connaisse, c'était Neil Armstrong, qui a été le premier homme à marcher sur la Lune. Et depuis, donc quelques-uns ont pu effectivement arpenter la Lune. Euh, et bon, de manière plus intéressante, ils sont intéressés notamment à ramener des échantillons lunaires avec les missions Apollo. Il y a plus de 300 kilos d'échantillons lunaires qui ont été ramenés sur Terre pour être analysés. Et dans ces échantillons lunaires, bien sûr, on a été chercher de potentiels organismes vivants et on n'a jamais rien trouvé. Hem, donc ça, c'est une des méthodes, hein, qu'on aimerait développer à l'avenir. C'est effectivement aller chercher du matériau en dehors de la Terre et pouvoir l'analyser pour essayer, ben, de comprendre, de voir, s'il peut y avoir des micro-organismes, qui seraient susceptibles d'être présents. On pense notamment, par exemple, à la surface de Mars, de ramener des échantillons martiens pourrait permettre peut-être d'identifier des structures liées à la vie, qui auraient été présentes sur Mars, peut-être fossilisées. OK, le développement donc de l'exobiologie, on va revenir sur la définition de ce que c'est, mais c'est en gros l'étude de l'apparition de la vie dans l'univers. Le 1er qui a vraiment développé ça dans les années 60, c'est, Leidenberg, qui était un microbiologiste, américain, père de la génétique notamment, qui a fait beaucoup d'études de biologie moléculaire. Il a même eu le prix Nobel pour ça et c'est lui qui a créé ce terme d'exobiologie, relayé par la suite par, Carl Sagan, qui lui était un astronome américain, qui faisait, des études justement sur les corps du système solaire, qui a beaucoup participé aux premières étapes d'exploration spatiale, du système solaire et qui a été un des grands promoteurs de l'exobiologie, pour essayer de comprendre s'il y avait de la vie ailleurs et si, et comment la vie avait pu apparaître à la surface de la Terre. Alors, peut-être qu'il faut définir ce que c'est que ce terme d'exobiologie. On rencontre souvent sous différentes formes. Ça peut s'appeler aussi astrobiologie ou bioastronomie. En gros, c'est l'étude de la vie dans l'univers sous plusieurs aspects. Ça va être l'étude de l'origine de la vie, hein, comment la vie peut apparaître quelque part, mais aussi quelle est sa distribution, c'est-à-dire dans quels environnements eh bien, elle est susceptible d'apparaître et ensuite quelle est son évolution. Une fois qu'elle est apparue, comment elle va pouvoir se développer. Et de manière plus générale, je dirais, c'est l'étude de toutes les structures et processus qui vont être liés à une forme de vie. Essayer d'identifier ces structures et ces processus, eh bien, c'est déjà faire un pas vers la réponse à la question de l'apparition du vivant dans l'univers. Alors, c'est un domaine qui va avoir plein d'approches différentes. On a vu la pêche à la ligne qu'on appelle SETI, hein, Search for Extraterrestrial Intelligence. Je dis pêche à la ligne parce que ben, il s'agit effectivement pas d'une démarche très scientifique, mais plutôt technologique, c'est-à-dire utiliser la technologie qu'on a développée à base notamment de captage d'ondes électromagnétiques pour essayer de capter des potentiels messages de civilisations extraterrestres qui auraient une intelligence comme nous et qui essaieraient de nous enverrer des messages, de nous envoyer des messages. Ça va être aussi la recherche de la vie actuelle dans d'autres objets du système solaire, comme je vous le disais.
Alors, préférentiellement par des méthodes in situ, c'est-à-dire d'aller voir sur place si effectivement, en analysant le matériau qui compose les roches ou à la surface des planètes, ou peut-être même en sous-surface, eh bien, on peut détecter des organismes vivants ou des structures liées à de l'activité vivante. Donc, on va aller rechercher des signatures de la vie, alors éventuellement aussi hors du système solaire. J'essaierai d'en dire un mot à la fin si on a le temps. Vous savez que depuis maintenant 25 ans à peu près, on a détecté pour la première fois des planètes autour d'autres étoiles. Eh bien, la question, bien sûr, se pose de savoir si ces planètes peuvent abriter la vie. Et donc, on va aller chercher éventuellement eh bien, des signes de cette présence de vie sur d'autres planètes que les planètes du système solaire. Et puis ensuite, eh bien, on peut s'intéresser plus particulièrement à ce qu'on va appeler la chimie organique extraterrestre. On va le voir, la vie telle qu'on la conçoit aujourd'hui est à base de chimie organique. Et eh bien, du coup, on va s'intéresser à cette chimie organique et savoir comment elle va se développer dans les différents environnements en dehors de la Terre. Et puis enfin, on peut aussi étudier la vie sur Terre, bien sûr. On peut aller étudier donc les différentes formes d'évolution de la vie, les conditions extrêmes dans lesquelles elle peut se développer, et bien finalement essayer de trouver des traces de quand est-ce que la vie a pu apparaître sur la planète Terre. Alors, je vais essayer de vous apporter des éléments sur l'ensemble de ces chapitres-là. Hem, Comme on n'a pas beaucoup de temps, hein, bien sûr, je vais devoir aller relativement vite. Il y aurait des cours entiers à faire hein, sur chacun de ces chapitres. Ok, la première question qu'on va se poser, c'est, d'accord, on peut parler d'origine de la vie. Ça peut paraître un peu évident de qu'est-ce que la vie, mais quand vous allez chercher un petit peu plus loin, comment est-ce que vous définiriez la vie? Je ne sais pas si vous vous êtes déjà posé la question, mais comment est-ce que on va différencier un matériau donné comme étant une forme de vie ou un matériau inerte? Alors quand je dis inerte, hein, c'est pour l'opposer au vivant. Je devrais dire abiotique, c'est-à-dire qui n'est pas une forme de vie. C'est pas si évident que ça. Hem, alors beaucoup de personnes ont réfléchi, à cette problématique, hein, pour savoir comment définir effectivement ce qu'on allait appeler une forme de vie, et on est arrivé à un certain nombre de critères que devait remplir un organisme, c'est-à-dire une structure organisée, pour rentrer dans la catégorie de ce qu'on va appeler les formes vivantes. Alors, la première chose, c'est que cette organisation de la matière, hein, puisque finalement c'est de ça qu'il s'agit, cette organisation de la matière, eh bien, il faut qu'elle ait une forme d'autonomie, hein, il faut qu'elle ait une forme d'enveloppe, si vous voulez, qui la sépare de l'environnement. Hein, elle ne fait pas partie de l'environnement, elle n'est pas ouverte sur l'environnement, c'est un système fermé. Euh, alors, pas complètement fermé, parce que c'est un système qui doit être capable, tout en étant fermé, hein, pour conserver son autonomie, de pouvoir échanger de la matière entrante et sortante et de l'énergie entrant et sortant avec son environnement. Hein. Ça, c'est des caractéristiques de la vie, c'est qu'elle va tirer de l'énergie de l'environnement et elle va aussi récupérer de la matière dans l'environnement pour se nourrir et évoluer et rejeter ce qui n'est pas assimilable en fait pour elle dans l'environnement. Donc ça, c'est une des caractéristiques. Euh, une autre caractéristique, c'est que cette organisation de la matière, elle doit pouvoir se reproduire. Hein. Cet organisme vivant,
doit être capable de se reproduire. Alors, il y a plusieurs manières de se reproduire. Pour se reproduire, on peut soit, à partir du même organisme, le séparer en deux et faire deux organismes similaires, soit on peut prendre une partie de deux organismes et puis en faire un nouvel organisme. Ça, c'est la reproduction plutôt sexuée. Donc, en fait, cette reproduction, cette capacité de reproduction de la vie, elle est nécessaire à la survie. Pour que la vie puisse perdurer dans le temps, eh bien, il faut en effet qu'elle puisse s'adapter à l'environnement. L'environnement est en permanence en train de changer et si cette structure vivante n'est pas capable de se reproduire et de pouvoir évoluer, eh bien, à ce moment-là, et donc évoluer même en faisant des erreurs, eh bien, à ce moment-là, elle ne pourra pas s'adapter au cours du temps aux transformations qui ont lieu dans l'environnement. Donc ça fait partie aussi des caractéristiques de la vie, cette reproduction et cette évolution par sélection, ce qu'on appelle la sélection naturelle, c'est-à-dire qu'un organisme qui n'est plus adapté à l'environnement va disparaître, mais s'il a pu se reproduire, eh bien dans cette reproduction, les erreurs qu'il aura pu commettre dans la reproduction vont peut-être permettre à une autre partie de cette organisation de pouvoir survivre et de continuer. Donc, il faut aussi ces capacités d'adaptation aux contraintes dans les caractéristiques de cette forme de vie. OK, donc alors ça laisse quand même la place voilà, un certain nombre de structures très différentes. Néanmoins, si on étudie donc ces structures qui sont capables d'échange de matière avec l'environnement tout en gardant une forme d'autonomie, qui peuvent se reproduire, évoluer par sélection naturelle et s'adapter aux contraintes, eh bien, quand on analyse en fait toutes les structures donc, qu'on va pouvoir mettre dans le domaine du vivant, on s'aperçoit que finalement, toutes ces structures à la surface de la Terre sont basées sur la même entité. Cette entité, c'est ce qu'on appelle la cellule. La cellule, elle est formée d'une enveloppe, l'enveloppe cellulaire, et puis elle va être formée d'un certain nombre de composés qui vont être d'une part les protéines et d'autre part les bases nucléiques qui vont former ce qu'on appelle l'ADN et l'ARN, c'est-à-dire le code génétique. En fait, cette machinerie du vivant, elle est principalement composée d'eau, c'est 70% d'eau. De toutes les formes de vie qu'on a pu trouver sur Terre sont formées à partir de l'eau. C'est donc une membrane qui permet de séparer l'intérieur de l'extérieur de cette structure complexe. Et puis ensuite, c'est un certain nombre de molécules organiques, les protéines, qui sont formées à partir de 20 briques élémentaires, que sont les 20 acides aminés du vivant. Et puis ensuite, donc ça, je vais y revenir dans un instant, mais c'est ce qui permet de faire toute la machinerie du vivant. Et puis ensuite, on a ce problème de codage de l'information, de comment l'information peut se transmettre. Et donc ça va être fait à partir de l'ADN, l'acide désoxyribonucléique. Vous avez entendu parler de génétique. C'est donc là où est stocké ce qu'on appelle le code génétique. C'est formé à partir simplement de 4 nucléotides qui vont s'appareiller et former un espèce d'alphabet, si vous voulez, qui va coder toute l'information du vivant, toute sa structure et sa manière de fonctionner, de se reproduire, de consommer de l'énergie, de produire de la matière. OK, donc en gros, si on veut résumer le vivant, toutes les formes de vivant en fait qu'on a pu rencontrer sur Terre, eh bien, on pourrait dire que, en gros, c'est une grosse usine, une forme vivante, c'est une grosse usine de chimie organique qui se passe dans l'eau liquide.
Ok. Alors cette machinerie, en fait, elle est en même temps très complexe et en même temps relativement simple, formée à partir d'éléments relativement simples, hein. On a ce qu'on appelle l'ADN, donc c'est cette double hélice, hein, qui est représentée ici, ici en haut, qui va pouvoir être lu pardon, par ce qu'on appelle l'ARN ou l'ARN messager. Donc c'est un brin sur lequel on va venir recopier le message qui est stocké dans l'ADN. Cette molécule d'ADN, hein, c'est vraiment elle qui porte toute l'information à partir de laquelle on va pouvoir effectivement produire les protéines dont a besoin le vivant pour, pour fonctionner. Alors, on a ensuite donc effectivement ces protéines. Donc ces protéines, c'est des grosses molécules relativement complexes et elles ont un rôle qui est essentiel en fait, puisque c'est elles qui sont à base qui donnent la structure des êtres vivants, leur manière de fonctionner, hein, de consommer de l'énergie, de consommer de la matière, de rejeter cette énergie et cette matière, qui va, qui va en fait contrôler aussi toutes les formes en fait de vivants qui peuvent exister sur Terre. Ces protéines, en fait, elles sont faites à partir d'acides aminés. Donc, des acides aminés, c'est des molécules plus simples qui vont s'assembler dans ce qu'on appelle les ribosomes. Donc, les ribosomes, c'est en fait l'usine qui, à partir de la copie donc transportée par les brins d'ARN, va pouvoir assembler les acides aminés selon le code que transmet cet ARN qui provient de l'ADN lui-même, et qui va pouvoir former toutes ces protéines. L'intérêt aussi d'avoir un ADN, hein, c'est que cet ADN, en fait, il va pouvoir muter, donc il va pouvoir se transformer par endroits. Alors ces mutations, bien sûr, des fois, elles vont donner des capacités qui vont permettre de mieux s'adapter à l'environnement, et puis des fois, elles vont donner des capacités qui ne permettent plus de s'adapter à l'environnement et qui vont être amenées à disparaître. Hein, ça, c'est la sélection, justement. Ok, les ribosomes eux-mêmes, hein, les usines qui sont à l'intérieur des cellules, qui justement permettent de former toutes ces protéines, eh bien, elles sont elles-mêmes formées à partir des protéines et à partir d'ARN. Donc, en fait, on en revient, vous voyez, à un très petit nombre de constituants de ces cellules vivantes. On a donc une cellule qui est composée de protéines, en gros, et d'ARN, et ces protéines et ces ARN sont eux-mêmes formés à partir d'acides aminés et de ce qu'on appelle les bases nucléiques pour l'ADN. Donc ces acides aminés, ils ont une structure chimique que je vous présente ici, pas la peine de la retenir, hein. C'est juste pour montrer ils font tous partie de la même famille en fait de molécules chimiques. Et le vivant terrestre, donc le vivant tel qu'on le connaît, n'utilise que 20 molécules différentes. 20 acides aminés seulement sont nécessaires, ou en tout cas ont été utilisés par le vivant pour former l'ensemble des protéines et donc l'ensemble des structures vivantes à la surface de la Terre. Donc ça, c'est les morceaux constitutifs, hein, qui vont s'assembler les uns aux autres sous forme de chaînes, comme vous voyez ici en bas, et c'est ça qui va former les protéines qui sont ensuite utilisées pour faire fonctionner toute la machinerie du vivant. Et puis d'autre part, donc il y a ce codage de l'information, c'est-à-dire comment est-ce qu'on forme les protéines, en gros. Eh bien, ça, c'est codé à l'aide de 4 bases nucléiques. Donc, ces bases nucléiques, vous les avez ici, elles sont appareillées deux par deux. On a comme, si vous voulez, des lettres qui vont s'assembler pour former des mots. Et on a seulement 4 lettres disponibles
l'adénine, qu'on appelle A, la cytosine, C, la guanine, le G, la thymine, T, qui va parfois être remplacée par l'uracile dans l'ARN. Donc, ces bases nucléiques, en fait, elles sont portées par un squelette. Donc, on a un squelette comme ça qui compose la structure de l'ADN. Et puis ensuite, l'information, donc, elle est codée ici dans la base, c'est-à-dire qu'elle va correspondre à une lettre qui va s'appareiller en fait avec une autre lettre. Ici, par exemple, vous voyez que l'adénine s'appareille avec la thymine, alors que la guanine s'appareille avec la cytosine. Et donc, c'est cet enchaînement de bases nucléiques qui va former les mots et qui va permettre de créer donc tout ce codage qu'on appelle le codage génétique et qui aujourd'hui est décodé. Et donc, on est capable, en fait, à partir de là, eh bien, de reconstituer les structures des êtres vivants et on est capable de les identifier, en fait, à partir de ce code génétique. Alors, une autre propriété importante du vivant, c'est que, en fait, ces molécules-là, les acides aminés, eh bien, c'est des molécules qui, quand vous les regardez en fait dans un miroir, peuvent avoir deux configurations. Elles peuvent, comme ici, cette molécule, eh bien, avoir comme ça deux formes qui sont symétriques, mais qui ne peuvent pas se superposer l'une à l'autre. Hein. On appelle ça donc la chiralité des molécules. Et en fait, on s'est aperçu que dans le vivant, eh bien, on n'utilisait qu'une seule forme de ces deux formes possibles de molécules. Il n'y a qu'une seule forme qui existe et qui est bonne pour le vivant. C'est tellement vrai que quand, par exemple, on fait des médicaments pour se soigner, eh bien, il faut faire attention à ce que ces médicaments ils aient la bonne conformation, parce que le même médicament, s'il prend la forme opposée, ou la forme symétrique, je devrais dire plutôt, eh bien, s'il prend la forme symétrique, ça peut devenir un poison pour l'organisme. Hein. Donc, voilà, c'est une des propriétés aussi du vivant, et c'est ce qui permet, notamment, quand on va aller chercher des sources, par exemple dans les météorites, où on va chercher les acides aminés, quand on détecte les acides aminés dans les météorites, eh bien, on va aller regarder est-ce qu'ils sont dans les deux formes de manière symétrique, à quantité égale, ou est-ce qu'il y a une prépondérance d'une des formes par rapport à l'autre. S'il y a une prépondérance d'une des formes, c'est un indicateur fort pour une forme de vie, pour l'origine de ces molécules dans une forme de vie. Alors, actuellement, ce n'est pas le cas. Hein. On n'a jamais. Alors, ce qu'on appelle, donc, si on a une forme qui est plus importante que l'autre, on dit qu'on a un excès, qu'on appelle excès énantiomérique. Donc, c'est excès d'une des formes. Et actuellement, donc, dans toutes les études qu'on a pu faire, notamment d'acides aminés qu'on aura détectés dans de la matière extraterrestre, eh bien, on n'a jamais pu mettre en évidence une forme d'excès énantiomérique. OK, alors ensuite, on va se poser la question de savoir comment la vie a pu apparaître. Alors ça, c'est une question qui est aussi vieille que le monde, bien sûr. Les idées qui ont longtemps traîné jusqu'à une époque très récente, je vous dis jusqu'à à peu près 150 ans, eh bien, c'était que la vie pouvait apparaître de manière spontanée. Alors, on ne comprenait pas pourquoi, comment, mais néanmoins, c'est ce qu'on constatait et c'est-à-dire qu'on n'expliquait pas, en fait, comment la vie pouvait apparaître. Simplement, on se disait, eh bien, la vie, elle doit apparaître et donc elle le fait. Et on a même à partir du siècle des Lumières, où on a essayé d'aborder les problèmes sous quelque chose de plus rationnel, eh bien, on a essayé de faire des expériences. Donc, on a des expériences célèbres où eh bien, on montrait qu'effectivement, la vie apparaissait toute seule.
Vous avez une expérience ici qui date du XVIIe, où en fait, on mettait dans un récipient tout un tas de linge souillé, de graines, de matériaux. Et puis, si on attendait suffisamment longtemps, hein, après avoir fermé ce récipient, qu'on le rouvrait au bout d'un certain temps, eh bien, on s'apercevait que effectivement, il y avait des formes de vie, ici des souris, qui étaient apparues dans ce matériau qu'on pensait inerte. Alors, on a essayé de sophistiquer de plus en plus ce type d'expérience, essayer d'emprisonner un matériau qu'on pense inerte dans un récipient en espérant qu'on a isolé quelque chose et que la vie n'apparaîtrait pas à l'intérieur de ce récipient. Et il a fallu attendre Pasteur pour montrer qu'effectivement, la vie n'apparaissait pas comme ça spontanément. En fait, il se trouve que dans l'air ou dans l'eau, dans n'importe quel air ou eau que vous allez récupérer sur Terre, si vous l'enfermez dans un récipient, eh bien, à ce moment-là, les formes de vie qui sont présentes dans cet air et dans cette eau, eh bien, vont pouvoir continuer à se développer à l'intérieur du récipient et vont finir par être visibles, en fait. Mais c'est simplement que sur Terre, en fait, la vie est là partout et que donc, dès que vous prenez un bout de cette Terre, eh bien, vous avez une forme de vie que vous allez voir apparaître. Alors, vous allez voir apparaître une fois qu'elle sera développée suffisamment, si vous n'avez pas des moyens microbiologiques pour les étudier. Alors, pour montrer effectivement que quand on a un milieu qu'on appelle maintenant milieu stérile, où il n'y a pas de forme de vie, eh bien, que si on a ce milieu stérile, aucune forme de vie ne va pas apparaître spontanément, c'est une expérience qui est difficile à faire. Et le premier qui l'a fait, eh bien, c'est Pasteur, justement, en 1861. Donc, Pasteur, alors vous connaissez peut-être la pasteurisation, hein, ça consiste effectivement à porter à haute température un matériau liquide. Donc ici, il a pris de l'eau, simplement, qu'il a mis dans un récipient. Et puis ensuite, donc, il a courbé le col de ce récipient de manière à faire ce qu'on appelle ici un bec de cygne. Et puis ensuite, il a fait bouillir l'eau qu'il avait à l'intérieur. Donc en faisant bouillir l'eau, vous la portez à plus de 100 degrés, les organismes qui y sont présents ne survivent pas. Vous avez donc ici une eau stérile. Ok, mais si vous faites ça sans avoir créé ce col de cygne, là, ce qui se passe, c'est que si vous avez une ouverture ici, l'air va rentrer à l'intérieur et au bout d'un moment, les spores, tous les organismes qui vont être présents dans l'air, vont venir recoloniser l'eau et au bout d'un certain temps, vous allez voir que votre eau va se troubler, par exemple. C'est le signe que vous avez des organismes vivants qui sont réapparus à l'intérieur. Alors, pour que ça ne puisse pas être possible, il faut pouvoir boucher de manière hermétique ce récipient. Et donc, l'idée géniale qu'a eue Pasteur, c'est effectivement de créer ce col de cygne. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand l'eau s'évapore ici, la vapeur d'eau va ici se refroidir, puis se recondenser ici au niveau du col de cygne et va former en fait un bouchon ici dans ce col de cygne. Et donc, si l'air extérieur vient coloniser, il va coloniser simplement cette partie du bouchon et il ne pourra pas rentrer à l'intérieur. Et donc, l'eau qui est ici à l'intérieur, qui a été stérilisée, va rester stérile. Il existe encore des récipients qui avaient été créés il y a 150 ans, qui sont toujours stériles. C'est la preuve on peut faire aussi des analyses, bien sûr, de cette eau et montrer qu'effectivement, il n'y a aucun organisme vivant qui ne va se développer comme ça de manière spontanée. Et donc, à partir de là, on a pu abandonner cette idée de vie spontanée. Ok, mais alors si la vie n'est pas apparue spontanément, comment est-elle apparue? La question restait entière.
Alors, dans le même siècle, en fait, une autre étude sur les organismes vivants, là, cette fois-ci, faite par Darwin, heu, a pu montrer que, en fait, on retrouvait des formes d'organismes qui évoluaient au cours du temps et que, en fait, ces différentes formes allaient se retrouver, heu, si elles arrivaient à s'adapter à l'environnement. C'est le début de la théorie donc de l'origine des espèces et de leur adaptation à l'environnement, heu, avec la théorie de la sélection naturelle. C'est-à-dire que, eh bien, au cours du temps, les organismes vivants évoluent par mutation, hein, mutation de génétique, et que ces mutations, eh bien, elles sont adaptées ou pas à l'environnement. Et quand elles sont adaptées à l'environnement, elles subsistent, vont donner naissance à des générations futures. Et quand elles ne sont pas adaptées, elles disparaissent. Euh, donc cette théorie, si vous la reprenez dans l'autre sens, ça veut dire que si vous revenez en arrière, eh bien, les organismes vivants doivent provenir d'une même souche originale, qui, au cours du temps, a évolué vers différentes souches. Donc ça, c'est effectivement ce qu'on appelle l'arbre de la vie, hein, où l'on pense qu'au départ, donc, il y a eu un organisme qu'on appelle le Last Universal Common Ancestor, LUCA. Donc cet organisme originel a donné naissance à toutes les branches du vivant que l'on connaît aujourd'hui, depuis les bactéries jusqu'à des bactéries assez particulières qu'on appelle les archébactéries qui vivent dans des environnements extrêmes, jusqu'aux plantes et aux animaux. Donc ça, c'est la théorie en fait de l'évolution de la vie. C'est-à-dire qu'au départ, la vie serait apparue à partir d'un processus d'évolution de la matière qui aurait donné naissance à un premier organisme vivant qui serait lui-même développé par la suite, par mutation, par transformation, par adaptation à l'environnement, aux différentes familles du vivant. Ok, mais alors du coup, ça pose là pour le coup le problème de comment a pu apparaître ce Last Universal Common Ancestor, Lucas. Comment a pu apparaître Lucas? À partir de quelle évolution de la matière, finalement? Et donc là, il faut attendre le début du XXe pour que commencent à se développer des hypothèses selon lesquelles, eh bien, il y a pu y avoir, dans la Terre primitive, une évolution de la chimie qui avait lieu dans l'atmosphère, qui donnait naissance à des molécules organiques qui, une fois tombées dans les océans terrestres, eh bien, pouvaient se dissoudre et continuer à évoluer jusqu'à former des acides nucléiques, des protéines, alors avant les protéines, des acides aminés, qui finalement vont donner naissance aux premières cellules vivantes. Donc ça, c'est une théorie qui a effectivement pu être imaginée. Pour ce faire, déjà à l'époque, donc on avait une certaine connaissance hein, de la chimie organique. Euh, il fallait que cette chimie ait lieu dans un milieu qui soit dépourvu d'oxygène. Or, vous savez qu'actuellement, l'oxygène représente dans l'atmosphère 20% de la composition atmosphérique. Donc, cette chimie organique dans l'atmosphère ne serait pas possible actuellement dans l'atmosphère terrestre. Mais peut-être qu'à l'époque, il y a 4 milliards d'années, quand la Terre primitive a évolué, eh bien, elle avait une autre atmosphère. Peut-être que cette atmosphère était justement moins oxygénée,
plus réductrice, on dit, un milieu plus réducteur. Si c'était le cas, eh bien à ce moment-là, ce milieu réducteur aurait pu donner naissance à des molécules organiques qui seraient tombées dans l'eau liquide pour ensuite évoluer vers les premiers organismes vivants. Et donc, c'est à partir de là donc, que s'est construite cette théorie qui est actuellement la théorie favorisée pour expliquer l'apparition de la vie dans un environnement, et notamment sur Terre. Eh bien, ça provient de l'évolution chimique de, de l'environnement. Donc, ça veut dire qu'on a dans l'environnement de la matière organique qui est produite ou apportée, et que cette matière organique eh bien, va ensuite évoluer vers des formes plus complexes, et puis jusqu'à atteindre une forme de complexité qu'on appelle la vie, qui est eh bien, ces cellules qui vont pouvoir ensuite être autonomes et pouvoir évoluer vers des formes de plus en plus complexes. OK. Alors maintenant, ça, c'est une belle idée. Maintenant, il s'agissait ensuite d'essayer de comprendre si cette idée pouvait être soutenue par des expériences. Donc pour ça, il a fallu attendre les années 50, où Stanley Miller, donc qui était à l'époque un étudiant en thèse, eh bien, faisait des expériences justement sur la possibilité de créer à partir d'un mélange de gaz, des molécules organiques suffisamment complexes pour qu'on puisse les associer à ce qu'on appelle les briques du vivant, hein, c'est-à-dire ces acides aminés et ces bases nucléiques. Donc pour ça, il avait une expérience ici, que je vous ai reporté ici, hein, dans un ballon, il mettait un mélange de gaz, ici, avec dans le mélange de gaz, donc il avait principalement des gaz réducteurs, c'est-à-dire très peu d'oxygène en fait. Vous voyez que c'est surtout de l'hydrogène, du méthane, de l'éthane, pardon, de l'ammoniac, de l'hydrogène, et puis aussi un peu d'eau. Et il apportait de l'énergie dans ce mélange. En apportant de l'énergie dans ce mélange, qu'est-ce qu'il fait? Il casse en fait ces molécules qui vont ensuite se recombiner, et il crée une circulation pour que les nouvelles molécules formées eh bien, puissent ensuite aller barboter dans un milieu ici où l'on a de l'eau liquide. Et puis ensuite, le gaz est recyclé ici pour continuer son évolution. Donc, il a mené ces expériences pendant de nombreux mois sans obtenir. Donc, ensuite, ce qu'il fait, hein, c'est qu'il analyse ce qu'il y a dans l'eau ici et il essaye de voir s'il a détecté des acides aminés ou des bases nucléiques. Et puis, pendant de nombreux mois, rien ne se passe. Jusqu'à un jour où, avant un week-end, en fait, il est appelé par sa copine juste avant de partir. Il doit passer la soirée avec elle et du coup, il part du labo en oubliant sa manip. Donc, il oublie de l'éteindre. Et puis, il passe un très bon week-end. Et au retour le lundi, il est un peu angoissé parce qu'il se souvient qu'il a oublié d'éteindre sa manip et il se dit j'espère qu'il n'y a pas de catastrophes qui se sont passées pendant le week-end. Et donc, quand il arrive, il éteint sa manip. Heureusement, rien ne s'est passé. Et puis, il va analyser quand même ce qu'il y a dans son récipient. Et il va s'apercevoir qu'effectivement, pour la première fois, en ayant laissé suffisamment longtemps tourner son expérience, eh bien, il a produit dans son expérience des bases nucléiques et des acides aminés. Hein. Donc, il a produit ces bases essentielles à la vie, que sont les acides aminés et les bases purine et pyrimidine. Et donc, c'est pour la première fois la preuve qu'effectivement, à partir d'un mélange de gaz simple, en apportant de l'énergie et en faisant barboter dans l'eau ces gaz, eh bien, on pouvait, comme ça, arriver à former les briques du vivant. C'est-à-dire tous les composés, en fait, qui forment toutes les cellules vivantes
vous, moi et tous les organismes qui sont sur la Terre. OK. Alors, ensuite, si on remonte encore, ben, du coup, on va se demander, mais OK, mais alors, quelles sont ces sources finalement de matière organique? OK, on veut bien comprendre qu'on a au départ de la matière organique, puis elle évolue, puis elle va donner des formes de vie. Mais d'où elle vient cette matière organique? Alors, il y a plusieurs hypothèses pour l'origine de ces matières organiques. D'abord, celle dont je vous ai déjà parlé, qui sont les expériences qu'a fait Miller, c'est l'atmosphère. C'est-à-dire, on peut imaginer qu'effectivement, dans l'atmosphère terrestre primitive, l'atmosphère était réductrice, avec assez peu d'oxygène, et donc favorable à la production des premières molécules organiques qui vont tomber dans l'eau liquide, évoluer encore plus pour donner les premières formes de vie. Sauf que les, 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 les mesures qu'on a pu faire et les modèles qu'on a pu développer de cette atmosphère primitive, eh bien, montrent, et aujourd'hui, on n'a quasiment plus aucun doute, que cette atmosphère primitive était de type oxydante. Alors, pas oxydante avec de l'oxygène tel qu'on le connaît aujourd'hui, mais oxydante à base de dioxyde de carbone, comme les atmosphères de Mars ou de Vénus. Et donc, du coup, eh bien, c'est des atmosphères qui sont assez peu propices à la production de matière organique dans l'atmosphère. Donc, aujourd'hui, on ne pense pas que ce soit la source principale, en tout cas sur Terre, de cette matière organique. Alors ensuite, on a trouvé d'autres sources de matière organique sur Terre, alors plutôt que sur Terre, même plutôt au fond des océans. C'est ce qu'on appelle les évents marins, c'est-à-dire proches des failles océaniques, là où on a cette matière qui sort alors c'est plutôt proche des dorsales, hein, je dis les failles, mais c'est plutôt proche des dorsales, là où on a cette matière qui sort du manteau terrestre, eh bien, on peut avoir de l'eau qui pénètre à l'intérieur et qui est réémise et qui va comme ça eh bien, se recycler à haute température. Et on a pu, lors des mesures faites proches de ces évents marins, eh bien, montrer qu'il y avait effectivement autour de ces évents un grand nombre de structures organiques complexes. Donc on s'est dit, bah, peut-être que ce type d'environnement chaud, avec de l'eau, de la matière organique qui est présente, eh bien, a pu être une des sources de cette matière organique qui a permis de mener aux premières formes d'apparition de la vie. Vous savez que la vie, on sait que la vie est en fait apparue dans l'océan, hein, et qu'elle n'est sortie de l'océan que assez récemment finalement. Alors, ça, c'est une hypothèse qui peut être valide, hein. Simplement, elle pose quand même un problème, c'est que, d'accord, on peut éventuellement, à l'aide de ces processus ici, des vents marins, produire de la matière organique, mais pour les stades ultérieurs de complexification, eh bien, se pose le problème que cette matière organique, elle va rapidement diffuser ici dans l'environnement et il n'y a rien pour la retenir, hein. Donc, on voit mal comment elle arrive à se complexifier suffisamment rapidement pour effectivement former des cellules aussi complexes que celles qui forment les cellules vivantes. Alors, la dernière idée, eh bien, c'est qu'en fait, cette matière organique, elle vient de l'extérieur. En effet, on a analysé un certain nombre de matériaux, comme je vous le disais, hein, qui sont tombés sur la Terre, donc notamment les météorites. Et dans ces météorites, donc on n'a jamais, alors en le faisant en conditions propres, hein, on n'a jamais identifié de forme de vie qui aurait pu être apportée de l'extérieur, mais néanmoins, on a pu identifier dans ces météorites un grand nombre de molécules organiques. On a même pu identifier 70 acides aminés différents et même des bases nucléiques, bases puriques et pyrimidiques.
Donc ça veut dire que ce matériau, ces briques du vivant que l'on cherchait à produire à partir de l'atmosphère ou de ces évents marins, eh bien en fait, elles sont déjà présentes dans les météorites qui tombent sur Terre. Donc il est fort probable que ces météorites, en tombant sur Terre, aient pu apporter ce matériau. Bon, ensuite, reste à savoir comment ces météorites, donc il faudrait qu'elles tombent dans un environnement liquide, et puis qu'ensuite, eh bien, effectivement, on puisse avoir de l'évolution extérieure, ultérieure, pour produire ces premières cellules vivantes. Alors, on a trouvé aussi beaucoup plus récemment ce qu'on appelle des micrométéorites. Donc, c'est des toutes petites météorites. Vous avez des photos ici, hein. Ça fait 50 microns, c'est tout petit. Mais c'est des météorites qui sont très, très poreuses, donc avec beaucoup de trous à l'intérieur. Et on a trouvé des météorites comme ça qu'on appelle ultracarbonées, donc avec un gros pourcentage de molécules organiques à l'intérieur. Et ce type de molécules, de structures, eh bien, pourrait accueillir de l'eau et permettre le développement de molécules complexes à l'intérieur et pourquoi pas de formes de vie. Donc c'est une des hypothèses. On sait qu'il y a des milliers de tonnes par an de ces micrométéorites qui tombent à la surface de la Terre. Pour les récolter, on va dans des environnements comme l'Arctique ou l'Antarctique. Ces micrométéorites, ça pourrait être des réacteurs naturels de chimie organique qui auraient pu éventuellement eh bien, participer à cette complexification de la matière qui aurait donné les premières formes de vie. Ok, donc finalement, on en arrive à quoi? Eh bien, on en arrive à ce que cette matière organique, elle est produite en fait. Alors, d'où proviennent ces météorites, hein? Ces météorites, en fait, elles proviennent principalement des corps primitifs que sont les comètes. Et ces comètes elles-mêmes, elles proviennent des premiers stades d'évolution du système solaire qui provient lui-même du milieu interstellaire dans lequel on a des poussières qui évoluent sous le rayonnement. Et donc, eh bien, en fait, il semble que ce soit un cycle de complexification de la matière qui conduise à produire, même dès les stades d'évolution des poussières dans le milieu interstellaire, des molécules organiques complexes qui pourraient ensuite être incorporées dans les premiers stades d'évolution des systèmes planétaires, qui pourraient ensuite être transmis sur des planètes sur lesquelles l'eau liquide serait présente et qui, du coup, permettrait l'apparition de structures vivantes. Donc finalement, cette question d'apparition de la vie, hein, on pourrait quasiment maintenant la résumer à quoi? Eh bien, un environnement dans lequel on aurait de la matière carbonée, on va dire un peu complexe, de l'eau liquide et de l'énergie, eh bien, pourrait conduire de formes abiotiques à la production de molécules complexes qui finiraient sous forme biotique. Et puis finalement, donc après, alors là, reste la question, hein, c'est qu'on n'a jamais encore réussi à produire en laboratoire à partir simplement de matière organique, même dans l'eau liquide, en complexifiant cette matière, eh bien, des formes de vie. Donc, il y a ici des étapes, en fait, qui restent avec des points d'interrogation. Comment cette complexification, eh bien, elle peut effectivement donner. euh, alors, on pense qu'il y a eu une étape ici de formation de ce qu'on appelle un monde ARN, euh, c'est-à-dire un monde qui ressemblerait à un monde viral, si vous voulez. Euh, et puis qui aurait ensuite évolué vers l'ADN et la formation des premiers êtres vivants, qui seraient ensuite complexifiés. Alors, quels sont les indicateurs temporels qu'on a sur cette apparition de la vie sur Terre? Alors,
bon, la Terre, elle est née en même temps que le Soleil, hein, il y a 4,5 milliards d'années. Au début, donc c'est vraiment une boule en fusion qui va se refroidir. En se refroidissant, donc on a de l'eau qui condense sous forme d'océan, et puis les premiers continents qui vont émerger. On pense que le créneau dans lequel la vie est apparue, donc c'est après ce refroidissement terrestre, entre 4,3 et 2,7 milliards d'années. Alors, en fait, on pense qu'au-delà de 3,8 milliards d'années, c'est compliqué quand même parce qu'on sait qu'il y a un bombardement perpétuel de la Terre par des météorites, par des comètes même, qui vont faire que la Terre va être stérilisée un certain nombre de fois. Donc on n'imagine pas qu'avant 3,8 milliards d'années à peu près, eh bien, il y ait une stabilité suffisante sur Terre pour qu'une forme de vie puisse apparaître et évoluer. Par contre, eh bien, on pense qu'à partir de 3,8, 3,5 milliards d'années, eh bien, il est possible que les premières formes de vie aient pu apparaître et commencer à évoluer. En évoluant, donc, ces formes de vie ont donné des nouveaux processus à partir de laquelle la vie peut tirer de l'énergie, et ces nouveaux processus vont conduire la vie à rejeter dans l'atmosphère de l'oxygène. En rejetant cette atmosphère dans l'oxygène, la vie va transformer la planète et elle va notamment produire ce qu'on appelle la couche d'ozone à partir de cet oxygène. Cette couche d'ozone va protéger la surface de la Terre et du coup, la vie va pouvoir sortir des océans. On a vers 1,5, 1,2 milliard d'années les premières formes de vie multicellulaires. Et puis on sait, vers 500 millions d'années, on a une espèce d'explosion du monde animal qui conduit aujourd'hui à ces vies macroscopiques telles que la nôtre, qui sommes en train de changer notre environnement. Pour le bien ou pour le mal, on ne sait pas. Bon, je passe là-dessus, ça c'est juste pour vous montrer que en fait, l'évolution en fait, de la planète et de la vie en fait, s'est faite simultanément. Au début, donc, on avait beaucoup de dioxyde de carbone dans l'atmosphère, beaucoup de CO2 dans l'atmosphère. Et puis, on a une forme de vie donc, qui est apparue sur la Terre, et ces formes de vie, eh bien, en fait, consommaient le dioxyde de carbone. Donc, ils ont fait diminuer le dioxyde de carbone, mais en même temps, est apparu des méthanogènes, donc des bactéries qui rejetaient du méthane dans l'atmosphère. Donc, on aurait eu une période où en fait le dioxyde de carbone donc, ne créait plus beaucoup d'effets de serre, mais le méthane, par contre, était présent et pouvait créer un effet de serre important. Donc, on a une espèce de compensation ici qui se fait, mais malgré tout, à un certain moment, les premières bactéries qui vont produire de l'oxygène apparaissent et elles commencent à émettre de l'oxygène dans l'atmosphère. Cette émission d'oxygène, eh bien, ça va consommer le méthane et produire du CO2. Et donc, eh bien, on a production d'oxygène par les formes de vie qui vont former l'ozone, et on a donc cette diminution du méthane dans l'atmosphère. Et puis ensuite, donc, on va avoir une évolution successive de ces formes de vie. Alors, ensuite, on peut aller regarder donc, en recherchant à la surface de la Terre les premières activités possibles de formes de vie, pas forcément des formes de vie, mais en prenant les roches sédimentaires les plus anciennes qu'on connaisse, à Ishiwa, des roches sédimentaires qui ont 3,8 milliards d'années, eh bien, on a pu trouver des traces de rapports carbone 12 sur carbone 13
qui pourraient expliquer si des formes de vie étaient présentes. Donc, on a des indices, si vous voulez, qu'il y a 3,8 milliards d'années, des formes de vie étaient déjà présentes sur la Terre, mais pas des preuves formelles. En fait, les premiers fossiles qu'on a pu identifier, eh bien, ces premiers fossiles, ils ont à peu près 3,2 à 3,5 milliards d'années. Donc, on pense, avec quasi-certitude, qu'il y a 3,5, 3,2, 3,5 milliards d'années, eh bien, la vie était déjà présente à la surface de la Terre. Et donc, vous voyez, ça veut dire qu'en fait, sur Terre, eh bien, il y a eu les conditions favorables assez rapidement après la naissance de la Terre, il y a 4,5 milliards d'années, pour que la vie puisse apparaître. Donc ça, c'est un indice aussi que la vie peut apparaître assez rapidement à la surface d'une planète, à partir du moment où les conditions, et notamment l'eau liquide, est présente à la surface de cette planète. OK, et puis ensuite, les études qu'on a pu faire sur les environnements extrêmes, c'est-à-dire on est allé chercher des environnements où les températures pouvaient atteindre une centaine de degrés, où l'acidité pouvait atteindre des pH jusqu'à 12, des salinités énormes, des pressions gigantesques, et on s'est aperçu que dans tous ces environnements, eh bien, on avait des formes de vie qui s'étaient adaptées. Alors attention, ce n'est pas des formes de vie qui sont apparues dans ces environnements-là, notamment quand vous les sortez de ces environnements-là, eh bien, ces formes de vie ne subsistent pas, elles meurent, parce qu'elles sont adaptées en fait à une forme d'environnement. Elles développent les capacités de pouvoir se maintenir au chaud, se maintenir au froid, ou résister à l'acidité, ou inversement. Donc, ce qu'on pense, c'est qu'une forme de vie, à partir du moment où elle apparaît, eh bien, elle est capable de s'adapter à des conditions très drastiques. Donc, si une forme de vie apparaît sur une planète, certainement qu'elle va y perdurer pendant longtemps. En tout cas, à la surface de la Terre, elle y a perduré pendant au moins 3 milliards d'années. OK. Alors ensuite, les études qu'on va aller regarder, donc, c'est les études, eh bien, justement, des corps qui nous entourent. Est-ce que l'on peut éventuellement identifier sur d'autres planètes, alors peut-être pas de la vie, bien que, pourquoi pas, mais en tout cas des conditions favorables à l'apparition de la vie. Alors on a pu faire ça notamment grâce au développement de l'exploration spatiale. On a pu aller visiter les corps qui nous entourent et aller chercher eh bien, ces conditions favorables à l'apparition de la vie, c'est-à-dire rechercher un endroit où on a de l'énergie, de l'eau liquide et éventuellement de la matière carbonée. On sait que si ces trois éléments sont présents, eh bien éventuellement, effectivement, on va pouvoir avoir une forme de vie qui va s'y développer. Alors, pour ça, donc, on a été voir nos plus proches voisins, c'est notamment Mars. Vous vous souvenez de cet épisode des canaux martiens dont je vous parlais au début? Eh bien, dès le début de l'exploration spatiale, bien sûr, dans les années 70, on a eu envie d'aller explorer Mars et notamment d'aller chercher s'il y avait une forme de vie sur Mars. Donc, pour faire ça, eh bien, on a construit des expériences qui auraient dû nous permettre d'identifier s'il y avait de la vie sur Mars. On avait identifié que la vie, c'était un système qui fonctionnait, on avait compris les mécanismes de fonctionnement, et donc on était capable de produire des expériences qui allaient chercher si effectivement il y avait de la vie sur Mars. Donc pour ça, eh bien, on a même 3 expériences dans lesquelles on récupère des échantillons martiens. On va essayer de cultiver ces échantillons pour essayer de voir si effectivement on avait de la vie ou pas. Alors, dans une première expérience, qu'on appelle Periodically Release, eh bien, on avait
on a pu observer une assimilation du gaz carbonique. Mais du coup, si on observe de l'assimilation du gaz carbonique, peut-être que c'est qu'il y a une forme de vie. On n'expliquait pas autrement cette disparition du gaz carbonique. Certainement qu'il y avait des organismes qui étaient présents dans le sol qui permettaient d'expliquer que on avait cette assimilation. Alors, effectivement, lors d'une première expérience, eh bien, on voit que le sol de Mars que l'on cultive assimile le CO2 et produit de la matière organique. Mais on fait ensuite une deuxième expérience et badaboum, là, le résultat est négatif. Alors, c'est difficile de conclure. En science, quand vous essayez de répéter une expérience et que cette expérience, eh bien, elle ne se reproduit pas, c'est difficile d'avoir une conclusion. Donc, on a cherché des explications et notamment, on a trouvé que une autre expérience qui prenait directement la matière du sol, la portait à haute température, température suffisamment haute, envoyait les gaz présents dans des colonnes, eh bien, ne détectait aucune matière organique dans le sol martien. Donc ça, c'est complètement incompréhensible. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir en même temps un sol dans lequel on aurait éventuellement des bactéries qui viendraient manger du CO2 et qu'en même temps, on n'ait pas de matière organique. Donc là, la déception a été grande. On n'avait pas détecté de forme de vie sur Mars. Il n'y avait pas de matière organique à la surface de Mars. Ça a été l'arrêt des expériences martiennes pendant des décennies. À partir, les conclusions en fait de ces expériences, en 1976, eh bien, mènent à l'arrêt de l'exploration martienne. Pas de matière organique sur Mars, du coup, pas d'intérêt d'aller faire de la science là-bas. Sauf que, en y réfléchissant, ok, il n'y a pas de matière organique actuellement, ou en tout cas, on n'en a pas détecté. Mais peut-être que par le passé, il y a pu y en avoir. Alors peut-être qu'on devrait remonter même encore plus en arrière. Est-ce que, on sait qu'il y a de l'énergie, puisqu'il y a le Soleil qui éclaire la surface de Mars. Est-ce que dans le passé, il y a eu de l'eau à la surface de Mars? Ça, c'est une question. Alors on va essayer de répondre à cette question-là déjà. Et donc on va lancer des missions spatiales à partir des années 90. Donc vous voyez, presque de 20 ans plus tard, des missions spatiales dont le mot d'ordre, c'est Follow the water, c'est-à-dire allons suivre l'eau. Donc on va lancer des missions spatiales qui vont aller chercher sur Mars, eh bien, est-ce qu'il y a eu de l'eau par le passé? Est-ce qu'il y en a encore présent aujourd'hui? Est-ce qu'on peut dire quelque chose sur cette évolution de l'eau à la surface de Mars? Et éventuellement, donc en développant même ces missions, eh bien, on en arrive à aller chercher aussi dans les dernières missions, comme Mars Science Laboratory, qui est une mission qui tourne actuellement sur Mars, eh bien, est-ce qu'il y a de la matière organique à la surface de Mars? Alors, la réponse, c'est oui, il y a de l'eau sur Mars. Alors, la plupart de cette eau, en fait, est sous forme solide actuellement. Il y en a au pôle. Il y en a piégées dans les roches martiennes. Ici, on voit donc une espèce de… Donc, c'est ce qu'on appelle des gullies. C'est des éboulements, en fait, qui sont créés, on le pense, par cette roche qui est imbibée d'eau. Et quand arrive l'été, eh bien, cette roche fond, crée une espèce de boue qui va ici pouvoir s'écouler. Donc, il y a effectivement aujourd'hui de l'eau présente sur Mars, mais pas sous forme liquide. Par contre, ce qu'on a pu observer avec des photos précises, c'est qu'il y a des espèces de fleuves qui ont coulé. On a pu dater ces fleuves et on sait qu'il y a 3,5 à 3,8 milliards d'années,
il y avait de l'eau liquide qui a coulé à la surface de Mars. Donc, OK, il n'y a pas d'eau liquide aujourd'hui, mais il y en a eu par le passé. Ça, on a pu le confirmer, notamment avec des missions qui ont pu observer dans le matériau qui constitue la surface de Mars, notamment des argiles. Et pour former des argiles, il vous faut de l'eau qui stagne à un endroit pendant suffisamment longtemps. Donc, ça veut dire qu'il y a eu à la surface de Mars des endroits par le passé, alors peut-être très reculés, peut-être il y a 3,8 milliards d'années, des endroits où il y avait de l'eau liquide à la surface de Mars. Donc on peut imaginer que par le passé, quand Mars était jeune, toutes les conditions étaient remplies. Il y avait de l'eau liquide, de l'énergie et pourquoi pas de la matière organique. On peut imaginer qu'il y ait eu des micrométéorites notamment qui soient tombés sur la surface de Mars et qui a apporté de la matière organique. Donc l'idée maintenant, c'est d'aller chercher sur cette surface martienne, est-ce qu'aujourd'hui on peut observer ou pas cette matière organique ou une partie. Et donc ça a été notamment dans les années 2010, le but des missions spatiales. Vous avez certainement entendu parler d'une mission qui est arrivée il y a maintenant 10 jours, quelque chose comme ça, 15 jours. Une mission donc, qui s'appelle Mars 2020, qui a été envoyée à la surface de Mars, donc qui est le successeur en fait de cette mission MSL, qui est dédiée notamment à la recherche de matière organique sur Mars. Alors, juste pour un petit peu de cocorico, en fait, il y a à Créteil, donc notre laboratoire, le LISA, qui a participé notamment à la construction d'un certain nombre des instruments qui permettent cette recherche de matière organique sur Mars. Alors, en fait, il y a même 2 expériences françaises sur cette mission. Il n'y en a plus qu'une sur la nouvelle mission qui a été envoyée. La première, donc c'est cette expérience qui est aussi sur la nouvelle mission qui vient d'être envoyée, qui est un laser qui va tirer sur les roches martiennes et essayer d'analyser la composition de ces roches. Et puis enfin, un autre instrument, donc qui là pour le coup récupère du matériau de la surface de Mars, le chauffe et l'envoie dans des colonnes qui vont permettre de détecter cette matière organique. Donc les analyses ont eu lieu, la mission est en cours depuis maintenant, alors ça s'appelait Mars MSL 2011, mais en fait les expériences n'ont réellement démarré qu'en 2014, mais ça fait 5 ans maintenant qu'on accumule les données et au cours de son trajet, donc sur la surface de Mars, c'est un petit robot qui se balade à la surface de Mars, on a pu récolter des échantillons du sol et montrer que dans certains des échantillons, on observait effectivement des molécules organiques. Alors, c'est des molécules organiques assez particulières, notamment c'est des molécules organiques chlorées. C'est un peu comme si Mars avait été lavé à l'eau de Javel, quoi. Mais néanmoins, on a pour la première fois détecté de la matière organique à la surface de Mars. Alors maintenant, savoir quelle est l'origine de cette matière, est-ce que c'est une origine qui est abiotique, qui provient de l'extérieur, qui provient des météorites qui sont tombées à la surface de Mars, ou est-ce que c'est de la matière organique qui provient de Mars lui-même? Là, on n'a pas encore la réponse. Il va falloir continuer à mener les expériences. Donc, comme je vous le disais, il y a une sonde qui est une sonde américaine qui est arrivée il y a 10 jours à la surface de Mars. Cette sonde a la capacité notamment de récolter des échantillons. Et ces échantillons, on espère bien un jour pouvoir les ramener à la surface de la Terre. OK. Il y a une autre mission européenne qui est prévue donc pour l'année prochaine, qui est la mission qu'on appelle ExoMars. Donc la particularité de cette mission-là, c'est qu'en fait, cette mission-là, elle sera équipée notamment d'un drill, c'est-à-dire quelque chose qui va aller pouvoir forer la surface de Mars et aller explorer
éventuellement la sous-surface jusqu'à des profondeurs de 2-3 mètres en sous-surface pour essayer de récolter du matériau qui aurait pu être protégé. Vous savez que Mars est une planète oxydée. On le voit ici sur sa surface. Vous voyez que ça ressemble à de la rouille. Eh bien, c'est en fait de la rouille. On a une surface martienne qui est rouillée, simplement parce qu'elle est attaquée par des oxydants. Et donc, s'il y a de la matière organique à la surface de Mars, on en a détecté très peu, eh bien notamment parce qu'il y a un pouvoir oxydant très très important à la surface de cette planète. Alors ensuite, on peut aller un petit peu plus loin dans le système solaire et aller regarder les lunes, notamment des planètes géantes. Dans ces lunes des planètes géantes, donc que ce soit dans Europe, Ganymède ou Callisto, qui sont les 3 grosses lunes de Jupiter, eh bien, on a détecté des océans internes. Et donc, on a des surfaces liquides, en fait, qui sont présentes à l'intérieur de ces satellites. Donc, si on a des océans liquides ici, eh bien, il est possible que si cet océan liquide est en contact avec la roche qui est en dessous, eh bien, on ait des phénomènes comme on a dans les fumeurs, dans les sources hydrothermales qui sont au fond des océans terrestres. On a détecté beaucoup de matière organique. Donc, on a peut-être sur Europe, sous la banquise, eh bien, la présence de cet océan. Donc ça, c'est un habitat potentiel pour une forme de vie. Donc on a une mission qui va aller étudier cet environnement de Jupiter. C'est la mission JUICE qui va décoller en 2022 pour arriver là-bas vers 2030 et analyser pendant 3 ans justement ces satellites. Monsieur, Oui? excusez-moi, juste c'est pour vous dire, on ne voit pas l'écran. Je ne sais pas si c'est fait exprès, Ah mais bon? non, on ne peut pas voir le Ah, partage d'écran. d'accord. Ça fait un moment? Oui, Vous auriez dû me prévenir avant. je Est-ce savais que... pas si c'était normal. Ah, là, vous le voyez? Non. Non plus? Alors, attendez, il va falloir que je quitte alors. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, moi je pensais que vous voyiez depuis tout à l'heure. Alors, donc je vais repartager. Hop, Ah, c'est là bon, vous on voit. voyez? Oui. D'accord. Alors c'est ça, j'ai dû oublier de partager l'écran tout à l'heure. J'ai dû passer directement en mode présentation sans partager l'écran. Alors, du coup, il faut que je revienne un petit peu en arrière pour vous montrer les diapos. Donc, c'est quand j'ai changé de... Voilà, ça doit être à partir de là. Donc, où j'ai commencé à vous parler de l'exploration du système solaire, notamment de ces missions martiennes qui avaient été explorées la surface de Mars, où on avait essayé, à partir de différentes expériences, de montrer éventuellement la présence d'une vie à la surface de Mars. Mais malheureusement, ce n'était pas fructueux. On n'avait même pas détecté de matière organique et du coup, on a abandonné euh, la possibilité d'aller explorer Mars pendant de longues années jusqu'à ce qu'on se décide quand même d'aller voir s'il n'y avait pas de l'eau liquide à la surface. Donc, on s'est demandé s'il y avait de l'eau sur Mars. Et donc, on a relancé le programme spatial pour eh bien, effectivement identifier assez rapidement qu'il y avait actuellement de l'eau sur Mars. On le voit, donc c'était ces gullis dont je vous parlais tout à l'heure, ces espèces de coulées de boue qu'on peut voir à la surface de Mars, mais aussi ces formes fluviales où eh bien, on est capable de dater en fait ces lits de rivière et montrer que eh bien, il y a 3,8 milliards d'années, il y avait de l'eau qui coulait à la surface de Mars. On a même pu montrer que en analysant ici, donc c'est ce qu'il y a en bleu là sur les images, en analysant la surface de Mars, eh bien, on avait pu montrer la présence d'argile sur cette surface qui montre qu'il y a eu effectivement
de l'eau qui a stagné à la surface de Mars. Donc du coup, on en arrive à la conclusion qu'effectivement, de l'eau liquide a été présente, il y avait une source d'énergie et peut-être aussi de la matière organique apportée par les météorites dans ce Early Mars, c'est-à-dire ce Mars il y a 3,8 milliards d'années. Et donc aujourd'hui, on en est à chercher cette matière organique avec des rovers qui sont envoyés à la surface, comme ici donc ce rover MSL qui a été envoyé au début des années 2010, avec un certain nombre d'expériences dont certaines ont été construites à l'UPEC. Et donc, on a pu ici, en faisant différents forages à différents... Alors, c'est des petits forages, hein, ça fore juste la surface sur quelques centimètres. Analyser donc ces forages et montrer qu'il y avait effectivement des traces de matière organique à la surface de Mars. Et que ce qui est prévu donc pour les années à venir, eh bien, c'est notamment donc la mission qui est arrivée il y a 15 jours là. J'ai pas de photo ici, mais elle ressemble beaucoup en fait à la mission MSL, avec justement à son bord la possibilité de récolter des échantillons et de les stocker en vue de les rapatrier ensuite sur Terre. Et puis donc un autre type de mission, donc ici une mission européenne, ExoMars, à partir de laquelle eh bien, on va en fait essayer de percer le sol de Mars, de le creuser jusqu'à quelques mètres pour essayer de voir si en sous-surface, on ne pouvait pas détecter de la matière organique. Et puis ensuite, donc j'étais passé sur les lunes des planètes géantes, avec notamment la présence dans les lunes de Jupiter d'océans internes. Océans internes éventuellement en connexion avec le sous-sol de ces satellites, comme sur Europe, où on a une espèce de banquise sous laquelle eh bien, on a un océan. Donc, on a une mission qui est prévue avec un départ l'année prochaine, je crois, une arrivée en 2030 autour de Jupiter pour aller étudier justement ces lunes de Jupiter. Et puis ensuite, donc, quand on va un peu plus loin, donc on arrive à Saturne, et autour de Saturne, eh bien, on a observé deux potentiels environnements intéressants pour ces études d'apparition de la vie. C'est notamment Encelade, dans lequel on a pu observer des geysers, dans lequel on a de l'eau et de la matière organique qui est crachée. Et donc, on pense qu'à travers une couche de glace, hein, on a ces geysers qui apparaissent et qui sont certainement dus à la présence ici d'une poche d'eau interne. Donc, est-ce qu'une forme de vie pourrait se développer à l'intérieur de cette poche d'eau? Ça reste un potentiel habitat. Et puis enfin, un satellite de Saturne très intéressant, Titan. Titan qui a donc c'est ce corps orangé là dont on ne voit pas la surface. La surface est entièrement masquée en fait ici par une espèce de brume, un peu les mêmes brumes que vous pouvez voir en région parisienne quand on est en épisode de pollution. C'est de la matière organique en fait qui est produite dans l'atmosphère de Titan. Donc on a ici un espèce de réservoir de matière organique à une échelle planétaire. On a ici une atmosphère qui est, enfin, une presque planète qui est assez similaire à la Terre, avec dans ses formes une atmosphère qui est principalement de l'azote, comme sur Terre, une pression à la surface qui est quasiment la pression qu'on a à la surface de la Terre, un peu plus élevée. Bon, alors la grosse différence, par contre, c'est qu'il est fait très très froid, hein. On est ici à moins 200 degrés quasiment à la surface de la planète. Donc forcément, il n'y a pas d'eau liquide, hein, mais par contre, on y trouve donc une chimie organique très active. C'est un espèce de modèle, si vous voulez, de l'expérience de Miller que je vous ai montré tout à l'heure, hein, où eh bien, dans un récipient, on met des gaz, on apporte de l'énergie et ça crée des molécules organiques complexes. Alors, je n'ai pas le temps de détailler ici.
mais néanmoins, on sait aussi qu'il y a eu à la surface de Titan des écoulements, sauf que ces écoulements, donc, ce n'est pas de l'eau, c'est du méthane. Donc, on a des hydrocarbures, en fait, qui coulent à la surface de Titan. Et même au-delà de couler, on a pu détecter, donc, à la surface de Titan, ce que vous avez à gauche, eh bien, des énormes lacs, aussi grands que les lacs qui sont sur le continent nord-américain. Hein, vous avez ici le lac supérieur à la même échelle. Et donc, dans ces surfaces ici, alors qui ne sont pas de l'eau, hein, je vous rappelle, c'est des hydrocarbures, du méthane et de l'éthane, eh bien, vous avez donc les composés organiques qui sont produits dans l'atmosphère qui vont tomber dans ces surfaces liquides. Et la question est de savoir qu'est-ce qu'ils vont devenir. Est-ce qu'ils vont pouvoir évoluer vers des molécules encore plus complexes? Donc, on a ici une chimie qu'on pourrait qualifier de prébiotique, c'est-à-dire dans lesquelles on trouve les composés qui permettraient, si ces composés étaient plongés dans l'eau liquide, de créer des bases puriques et pyrimidiques, de créer des acides aminés. Mais ici, on n'a pas d'eau liquide. Tout ce qu'on a, eh bien, ce sont ces éventuels lacs d'hydrocarbures. Donc, la question, c'est de savoir, est-ce que quand cette matière elle tombe dans les lacs d'hydrocarbures, elle peut aussi évoluer vers des formes complexes? Donc, pour ça, eh bien, on prévoit de renvoyer une mission sur Titan à l'horizon 2030-2035, mission dans laquelle on aura notamment eh bien, ces espèces d'hélicoptères qui vont pouvoir voyager à la surface. Alors, c'est plutôt des drones, hein, en fait, qui vont pouvoir décoller, voilà, visiter la surface de Titan, éventuellement même analyser ce qu'il y a dans les lacs. Et puis enfin, la dernière source de matière organique, donc, c'est éventuellement les comètes. On a pu identifier dans les comètes, dans la poussière de la chevelure des comètes, tout un tas de molécules organiques. Et donc, on a eu des missions récemment, notamment la mission Rosetta, il y a moins d'une dizaine d'années, qui a pu analyser justement une comète de très près, qui a pu donc prendre ces magnifiques photos de comètes, mais aussi analyser donc la matière organique qui est émise par ces comètes pour identifier qu'effectivement, cette matière organique, eh bien, elle était composée à presque la moitié de matériaux organiques complexes qui auraient pu donc du coup eh bien, être amenés par ce biais sur la Terre primitive. Voilà. Alors, j'avais ensuite un chapitre sur les découvertes qu'on a pu faire sur le milieu en dehors du système solaire, notamment toutes ces planètes. Hein, on a aujourd'hui plus de 4000 planètes qui ont été observées, qui sont ce qu'on appelle des exoplanètes, autour d'autres étoiles que le système solaire. Et aujourd'hui, eh bien, les recherches s'orientent vers lesquelles de ces planètes pourraient potentiellement abriter notamment de l'eau liquide, puisque s'il y a de l'eau liquide à la surface, eh bien, l'apport de matière organique pourrait mener à la complexification de cette matière organique et pourquoi pas à l'apparition de la vie sur ces planètes. Voilà, donc du coup, je vais m'arrêter là-dessus, puisqu'il est l'heure et que certains d'entre vous... Ah, j'ai plein de commentaires. Et que certains d'entre vous eh bien, doivent faire leur évaluation maintenant. Mais excusez-moi, Oui, justement, moi, je faisais partie des personnes qui devaient faire l'examen juste après, mais finalement, j'ai eu le temps de le faire avant. Donc, je vous avais envoyé un d'accord, mail, mais ça sert à rien du coup. Voilà, d'accord. juste pour vous prévenir. Ok, d'accord, merci beaucoup. Euh, donc, je vais laisser quand même la chaîne ouverte là pour ceux qui justement doivent passer l'examen. Je vais arrêter le diaporama, arrêter le partage, arrêter l'enregistrement.